Il y a un truc que j'ai remarqué, et j'en parle souvent dans ma communication sur les réseaux sociaux, c'est que les coachs les plus brillantes sont souvent celles qui galèrent le plus à vendre cher. Alors c'est pas forcément parce qu'elles pensent que leur expertise n'a pas de valeur, mais c'est plutôt parce qu'elles n'ont pas encore compris qu'il y a des règles invisibles qui dictent la manière dont on va percevoir la valeur de leur expertise. Car oui, selon moi, tout dans la vie n'est que perception. En revanche, celles qui ont compris ça et qui savent maîtriser cet aspect dans leur business, ce sont souvent celles qui prennent les plus grosses parts du gâteau. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que dans cet épisode, je vais te montrer comment maîtriser ce jeu de la perception à travers la compréhension des codes du luxe. Je te partagerai comment j'ai arrêté de vendre comme une prestataire lambda et comment j'ai commencé à appliquer les mêmes principes que les grandes maisons de couture pour attirer des clientes prêtes à acheter plus cher, plus vite et sans jamais avoir besoin de supplier leur attention. Si t'es prête, alors c'est parti. D'abord, ce que tu dois comprendre, c'est ce que le luxe ne fait jamais, alors que 90% des coachs font ces trucs-là en pensant bien faire. Et c'est à cause de ça que la façon dont on perçoit leur valeur diminue. Donc tu l'auras remarqué, les maisons de luxe ne justifient jamais le prix de leurs produits. Une maison de luxe ne va pas t'expliquer pourquoi ce sac vaut 8 000 €. Elle va jamais justifier le fait que ce sac vaut 8 000 €. Elle va juste te le présenter et elle va te laisser ressentir pourquoi ce sac coûte 8 000 €. D'autant plus que ces maisons savent que les gens qui recherchent ce type de sac ne veulent pas qu'on justifie le prix. Elles veulent ce sac parce qu'elles le veulent, c'est tout. Et ça suffit comme raison en fait. Il n'y a pas besoin d'expliquer que le cuir vient d'Italie, que c'est du cuir premium, que il a fallu 48 heures pour coudre le sac. Non, ça les gens s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est juste le sac. Pourquoi ? Parce que ce sac va leur apporter un certain statut. C'est ça qui motive leur achat. Donc quand tu passes ton temps à justifier, en fait, tu introduis le doute dans la tête de ton client. La personne va se dire, mais si elle ressent le besoin de se justifier, c'est forcément qu'il y a anguille sous roche. Tu laisses entendre qu'il y a peut-être quelque chose à prouver, qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ton offre. C'est pour ça que tu as le besoin de justifier pourquoi cet achat est un bon achat. La deuxième chose, c'est que les maisons de luxe ne supplient jamais l'attention. Si tu regardes des maisons comme Hermès, ils dépensent très peu d'argent en marketing. Pourquoi ? Parce que les marques de luxe ne courent pas après, entre guillemets, le commun des mortels. Ils courent pas après tous les consommateurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer de la rareté, de l'exclusivité, parce qu'ils veulent s'adresser directement au top 1% des gens. Le problème, si on transpose ça au milieu du business en ligne, c'est que beaucoup d'entrepreneuses essaient de s'adresser à tout le monde. Elles essaient de s'adresser à des personnes qui n'ont pas le budget de faire appel à leurs services, de faire appel à leurs produits. Elles publient tous les jours en espérant capter l'attention de mauvaises personnes. Et c'est exactement pour ça qu'elles ont du mal à vendre. Parce qu'en fait, leur positionnement et leur cible n'est pas bonne dès le départ. Troisième chose que les maisons de luxe ne font jamais, c'est essayer de paraître accessible à tout le monde. Le luxe, par définition, c'est exclusif. Donc, il va sélectionner, il va filtrer. Et c'est ça, justement, qui attire les gens. Donc, ça sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde, puisque plus tu vas essayer de plaire à tout le monde, plus tu vas diluer ta valeur. Et c'est justement ce qui m'amène à la partie suivante. Pourquoi le luxe n'est pas uniquement une question de prix, mais de perception. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le luxe commence dans la tête de ton client. C'est pas le prix qui va créer la valeur de ce que tu proposes, c'est la perception de valeur que ton produit représente. Et cette perception, elle repose sur 3 choses. La première, ça va être toi, ton identité perçue en tant que créateur ou que créatrice. Ensuite, ça va être le niveau de qualité par rapport à ce que tu proposes, la perception de qualité de ce que tu proposes. Et enfin, ça va être le côté rareté, exclusivité de ton produit. Tu peux vendre un coaching à 5 000 € ou plus sans que ça soit plus difficile que vendre un produit à 500 € à condition que ton positionnement envoie les bons signaux. Si tu communiques
comme une généraliste qui est accessible à tout le monde, forcément ta valeur perçue va plafonner à un certain niveau. Et donc tes prix aussi. Si tu veux facturer plus cher, tu vas devoir te positionner déjà comme une spécialiste, comme la neurochirurgienne de ton secteur. Tu vas devoir élever le niveau d'exigence que tu as par rapport à la qualité que tu produis, à la qualité de l'expérience client que tu délivres, à la qualité de ton branding, la perception que tu vas renvoyer sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se travaille. Maintenant, on va passer au côté psychologique de la perception, des biais cognitifs qui sont utilisés par les marques de luxe et comment tu vas pouvoir les adapter à ton business. Les marques de luxe s'appuient sur 3 biais cognitifs. Le premier, c'est le biais de rareté. Le biais de rareté dit tout simplement que plus il est difficile d'accéder à quelque chose, plus on va désirer cette chose-là. Pourquoi est-ce que le sac Birkin emblématique de la maison Hermès est tellement désiré par les femmes? Parce que c'est extrêmement difficile d'en obtenir un. Il suffit pas de rentrer dans la boutique, de dire je veux un sac Birkin de telle couleur, de telle taille, de tel cuir pour qu'on vous le présente sur un plateau. Non. Va falloir d'abord montrer patte blanche, comme on dit. Va falloir montrer que vous êtes une cliente fidèle de la maison, vous inscrire sur une liste d'attente, attendre plusieurs mois qu'on vous appelle, et puis le jour J, on va vous proposer 1 ou 2 sacs, et vous n'aurez pas forcément le choix sur la couleur, sur la taille, etc. Faudra prendre celui qu'on vous propose. Et c'est ça qui fait que la valeur perçue de ce sac est extrêmement élevée. Donc, appliqué à ton business, qu'est-ce que ça donne? Déjà, tu vas éviter les lancements à rallonge, le lancement qui dure 3 semaines, le fait que les places soient tout le temps disponibles, de manière illimitée, en evergreen, on peut venir quand on veut. Non, ça, c'est pas possible. Tu vas essayer de rendre l'accès à tes offres conditionné par certains critères. Donc tu peux par exemple demander aux personnes qui veulent rejoindre ton offre de remplir un formulaire de candidature. Tu vas limiter les places, tu vas faire un lancement limité en termes de temps. Par exemple, j'ai vendu moi-même une offre high ticket qui s'appelle The Right One et que je vends uniquement 1 à 2 fois dans l'année. Donc en fait, c'est ou tu prends maintenant ou après tu vas devoir attendre plusieurs mois. Et c'est ça qui rend cette offre-là encore plus désirable, parce qu'on sait qu'elle n'est pas accessible tout le temps. Le deuxième biais, ça va être la dissonance cognitive. Le cerveau déteste la dissonance, il cherche tout le temps à créer une sorte de cohérence parce que la dissonance va créer un malaise chez lui. Plus un achat va être cher, plus tu vas inconsciemment, ton cerveau va chercher à justifier cet achat en le rendant rationnel, et plus cet achat va représenter une sorte de fierté. Tu dois en fait créer une expérience d'achat qui soit suffisamment émotionnelle et valorisante pour ton client pour qu'il justifie cet investissement avec intérêt, qu'il se sente fier et content d'avoir investi dans ce truc-là, qu'il puisse dire à ses amis, trop contente, j'ai investi dans l'offre de telle personne. En fait, il faut que ta marque ait cette perception de premium, de high ticket, de quelque chose de qualité, de quelque chose d'exclusif. C'est ce qui va créer cette fierté dans les yeux de tes clients et qui va faire qu'ils seront heureux d'investir chez toi et que ça sera même une source de presque de statut social de pouvoir dire j'ai investi chez telle personne. Et puis le troisième biais psychologique sur lequel tu vas pouvoir jouer pour facturer plus cher et pour avoir cette perception de valeur beaucoup plus premium, c'est le fait de te détacher de manière stratégique. Le luxe, comme tu le vois, il n'est pas dans l'urgence. Il va jamais faire de solde, il va jamais faire de promo. Il va créer un manque calculé. Il va être vraiment dans le lâcher prise en mode je sais ce que ce sac vaut. Si tu veux l'acheter, tant mieux pour toi. Si tu veux pas l'acheter, tant pis pour toi en fait. Ça va rien changer à ma vie. Faut vraiment que tu arrives à avoir ce détachement émotionnel quand tu vends, quand tu fais tes lancements, quand tu proposes des places de coaching. Plus on va sentir une énergie de manque chez toi, et moins on aura envie d'investir chez toi. Après, il y a aussi la question de branding qui entre dans la perception de valeur. Et c'est très important de comprendre ça parce que finalement, la perception, c'est quoi? C'est la première impression que tu donnes. En fonction de la première impression que tu vas donner, en fonction de l'apparence que tu reflètes par rapport à tes offres, à ton identité visuelle, etc., on va se
inconsciemment se faire une idée de la valeur de ce que tu proposes, de la valeur de ton expertise, de la valeur de tes offres, etc. Donc le branding, c'est le premier truc que tu dois travailler si tu veux augmenter la valeur perçue de ton travail. Et ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Si tu es sur les réseaux sociaux, si tu es par exemple sur Instagram, qui est une plateforme très visuelle, très esthétique, et que tu continues de faire tes visuels toi-même sur Canva avec des éléments de l'application gratuite et que tu fais pas l'effort d'investir auprès d'une graphiste qui va vraiment travailler ton identité, faire en sorte que ça claque en fait, bon bah forcément ça va desservir ton image. On va arriver sur ton feed, on va tout de suite voir que en fait il y a ce côté amateur qui va diminuer la perception de valeur de ton travail. Et ça, c'est automatique, c'est inconscient et c'est valable en fait pour tout le monde. Donc comment j'ai intégré les codes du luxe dans mon branding, dans mes offres et dans ma communication? Alors déjà dans ma communication, j'ai arrêté de publier pour essayer de plaire à tout le monde et au contraire, j'ai commencé à publier pour filtrer les bonnes personnes et faire fuir les mauvaises personnes. J'ai aussi publié de manière moins fréquente, j'ai ralenti mon rythme de publication. Mon objectif, c'est de poster moins souvent, mais de poster de manière plus intentionnelle, d'avoir une vraie stratégie derrière, de savoir exactement pourquoi je poste, quel est l'objectif de ce post, etc. Forcément, les résultats, ça va être que je vais avoir un engagement qui est moins élevé, mais un engagement qui est plus qualifié et donc forcément ça va aussi se répercuter en termes de vente. Aujourd'hui, si tu regardes mon compte Instagram, je suis loin des 50 000 abonnés. Pourtant, je vis très bien de mon business et j'en vis maintenant depuis 7 ans. Donc ça prouve que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de followers pour vivre confortablement de ton activité. Ce qui compte, c'est à quel point ton audience est qualifiée. Si ton audience est qualifiée, que tu as 5000 followers, tu peux très très bien vivre de ton activité. Comme tu peux avoir des coachs qui ont 50 000, 100 000 followers, mais qui ont du mal à générer plus de 1500 €. Et donc ça, ce n'est pas normal. Pareil dans mes offres, j'ai arrêté de multiplier les réductions, les bonus, les urgences fictives et j'ai plutôt cherché à créer des offres beaucoup plus simples en termes de contenu, mais beaucoup plus transformationnelles, beaucoup plus puissantes et surtout beaucoup plus assumées en termes d'exclusivité. Je ne cherche pas à vendre à tout le monde, je cherche uniquement à vendre aux bonnes personnes, c'est-à-dire des entrepreneuses qui sont ambitieuses, des entrepreneuses qui n'ont pas peur d'investir sur elles, qui n'ont pas peur de faire le travail, qui sont déterminées, qui sont prêtes à investir dans des compétences qui vont être game changer et pas dans des outils, des stratégies quick wins, mais des choses qui vont changer tous les 3 mois, comme je sais pas moi, une stratégie pour faire des réels viraux, ça ne m'intéresse pas. Je préfère me positionner sur des compétences beaucoup plus profondes qui sont certes peut-être moins désirables, mais qui je sais vont apporter des transformations beaucoup plus puissantes à mes clientes. Et puis dans mon branding, comme tu peux le voir, je fais très attention à soigner mes visuels, à soigner la façon de communiquer, les mots que je choisis, les éléments de mon branding, les couleurs, d'autant plus que je ne me montre pas, donc je dois faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus attention à l'image que je renvoie sur les réseaux sociaux. Et je le fais pas juste entre guillemets pour faire genre, mais je le fais parce que je sais que la perception est très importante en marketing et que ce que je montre reflète aussi le niveau d'exigence que j'ai dans mon propre travail et aussi dans ce que je demande en fait à mes clientes quand on est en coaching. L'idée, c'est que les gens se disent je sais pourquoi c'est cher et je comprends pourquoi c'est cher. Maintenant, tu t'en doutes, tout ça c'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû déconstruire certaines choses pour réussir à incarner cette posture de femme ambitieuse qui n'a pas peur d'assumer son expertise, qui n'a pas peur d'assumer des prix plus élevés, qui n'a pas peur de ne pas s'adresser à tout le monde, de ne pas plaire à tout le monde, etc. Puis à me détacher aussi de cette peur d'être prétentieuse, d'être mal vue, d'être vue comme la fille qui elle se prend pour qui elle en fait. Et donc ça a été pour
moi la partie la plus difficile, la plus longue et surtout la plus transformationnelle. J'ai dû apprendre à faire la paix avec ma peur du rejet qui était très très ancrée. J'ai dû apprendre à surmonter mon syndrome de la sauveuse en mode je veux sauver tout le monde, je veux aider tout le monde, même celles qui ne peuvent pas payer, etc. Ça a été aussi très long et très difficile. Et puis surtout, j'ai dû apprendre à me défaire de mon besoin d'approbation. En mode je veux qu'on m'aime, je veux surtout pas qu'on me rejette, je veux surtout pas qu'on me trouve hautaine, je veux surtout pas que on se fasse des idées sur mes intentions, je veux que les gens comprennent ce que je fais, etc. Non, en fait, il faut que tu comprennes que plus tu vas t'élever, plus tu vas évoluer dans ton business, plus tu vas chercher à faire de gros chiffres, à avoir de gros résultats, et plus ça va créer des réactions de la part des autres, de ton audience. Tu vas avoir des gens qui ne vont pas comprendre ça, qui ne vont pas apprécier ça, qui vont même t'en vouloir d'être comme ça, et il faut l'accepter. Parce que toutes ces croyances, toutes ces peurs t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel, t'empêchent de décupler tes résultats, d'avoir le CA que tu veux. En gros, ces croyances vont te garder pauvre. Aujourd'hui, j'ai compris que le fait d'être sélective, ça ne m'enlève rien. Au contraire, ça va renforcer mon magnétisme auprès des bonnes personnes. Aujourd'hui, les clientes que j'ai, c'est que des clientes de cœur. C'est des filles avec qui je pourrais devenir amie. Tellement on s'entend bien, tellement on est sur la même longueur d'onde, tellement on a les mêmes valeurs, tellement on a des atomes crochus et je trouve ça extraordinaire. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Connu les moments où tu sais, t'es avec une cliente et en fait tu te sens mal à l'aise, la cliente t'envoie un message, tu sens déjà une tension dans ton ventre en mode qu'est-ce qu'elle va me dire, de quoi elle va se plaindre, ou alors tu sais les personnes pour qui tu t'es décarcassé, à qui tu as essayé d'apporter un travail hyper qualitatif, et puis les personnes, une fois que tu leur as rendu le travail, tu leur envoies un message pour leur dire faudrait peut-être payer la facture et t'en entends plus parler. Tout ça, ça ne m'arrive plus. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'être beaucoup plus sélective dans le type de personne que je souhaite servir, que je l'assume et que je le communique. J'ai aussi compris que le fait d'assumer mes standards, ça va inspirer plus de respect. Le respect, ça se prend en fait. C'est pas quelque chose que les gens te donnent comme ça. Non. Le respect, ça s'impose. Ça part de toi, de ce que tu autorises et de ce que tu n'autorises pas. Les gens vont toujours essayer d'aller jusqu'au plus loin de ce qu'ils peuvent aller. Ils vont tester tes limites. Si toi, tu n'es pas capable de poser des limites de manière saine mais ferme, les gens vont... Enfin, t'auras pas tout le monde, mais t'auras toujours une partie des personnes qui vont essayer de profiter de toi, de ta gentillesse. Et bon, quand on est une personne gentille, qui aime aider les autres, empathique, etc., ça peut vite devenir problématique quand on a un business. Et donc, pour moi, poser des limites, ça fait partie aussi du travail que j'ai dû apprendre à faire, que je suis heureuse d'avoir fait, parce que aujourd'hui, je suis totalement sereine dans mon business. Il y a peu de situations qui viennent, me perturber, parce que justement j'ai instauré des limites, j'ai instauré un cadre qui font que en fait tout se passe exactement comme je veux que ça se passe. Et ça, c'est juste génial. Et puis, j'ai aussi compris avec le temps que le fait de ne plus chercher l'approbation, ça me permet de vendre bien plus cher finalement et bien plus facilement que les autres. Si toi aussi, tu veux que tes offres soient désirées, il faut absolument que tu travailles sur la perception que tu renvoies de la valeur de ton travail et de la valeur de tes offres. Donc pour moi, le meilleur moyen, c'est de s'inspirer de ce qui marche déjà depuis des siècles, c'est-à-dire les maisons de luxe. N'aie pas peur de voir comment les maisons de luxe vendent, comment elles fonctionnent, sur quel biais cognitif elles s'appuient, quelles sont leurs stratégies de vente, et puis d'essayer de l'appliquer ensuite à ton business. Tu peux très bien vendre du coaching ou des formations avec la même stratégie de perception que les maisons de luxe. Et pour ça, question que tu peux te poser par exemple, c'est comment est-ce que je peux rendre mon univers tellement captivant, tellement irrésistible, tellement désirable, que mes clientes aient l'impression de passer à côté d'un Birkin d'Hermès en ne travaillant pas avec moi. Maintenant, si toi aussi, tu rêves de mettre ça en place concrètement, je te mets un lien sous l'épisode du podcast. Tu pourras aussi me contacter sur Instagram et je te montrerai comment appliquer ça à ton business. Si l'épisode t'a plu,
N'oublie pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à partager cet épisode avec toutes les personnes que ça pourrait intéresser.